see this. He's late. He's never late. He'll be here. I don't like it. Something about this guy just really gives me the creeps. Okay, just relax. I'm relaxed. You don't sound relaxed. Luther, does he sound relaxed to you? He sounds terrified. Please, I'm not terrified. I just have a bad feeling is all. I thought you said you were relaxed. It's entirely possible to be relaxed and extremely uneasy at the same time. Sit down. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. No. Be humble. Sit down. Tuk micro. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Make my day. Bonjour et bienvenue mes braves dans cette OP de fin d'année qui sent bon la séance de rattrapage vu que la plupart des sorties salles que j'ai pu voir m'ont laissé dans une indifférence, disons, polie. Et je vous laisse deviner lesquelles. C'est donc une bonne occasion de faire le point non seulement sur les rares films fun qui sont tombés l'été dernier, mais surtout sur les carcans idéologiques et industriels qui les déterminent et parfois les interdisent. Tu vois Steven, mais t'as bien raison, mais parce que lui il nous rassure. Lui, c'est des choses qui ne changent pas. Tu pouvais encore aller voir Steven au cinéma et te taper des barres de rire pendant 1h30. 说得真好啊！ Car au-delà de l'emballement, du fantasme et surtout du dépit qui nous oblige à se pignoler sur les miettes d'un cinoche populaire qui, il fut un temps, savait nous attirer vers lui au lieu de nous draguer pour qu'on le considère, il faut quand même admettre que même le fun ne peut plus se dénicher hors de l'itération confortable, hors de la franchise tolérée, hors de la soumission tragique à la marque. C'est-à-dire pour exister dans la marge, entre guillemets, il faudrait que j'ai quelque chose à dire. Maintenant, ce qu'on va aimer en dehors du système des gros blockbusters, bah, ça va être des Comancheria, ça va être des films comme ça. Mais ils sont tous régulièrement dark, désenchantés, très sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux me distinguer que par ça. Parce que le fun est monopolisé, phagocyté par le blockbuster, entre guillemets, ou par la comédie. Sauf qu'après, bah, tu rentres dans un cadre. Ce sera donc une spéciale. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Oh, suivant. Now I run the game, got the whole world talking. Signe des temps où les nouveaux paradigmes de consommation appuient en relativisme destructeur, où le maelstrom des images indifférenciées et zappables à outrance produit une quête du racolage incessant, et ce, forcément au détriment du temps de la construction, du temps du mystère ou du temps de l'exigence. Hope is not a strategy. You must be new. Alors oui, ces blockbusters qu'on voudrait désespérément fun sont des formes de réussite dans une panégyrie de médiocrité, mais reconnaissons que leur profession de foi s'est perdue en cours de route. Et oui, il existe aussi des petits films en marge, brillants et salvateurs, mais par leur marginalité même, dans un monde qui labellise, ils s'interdisent le fun. Leur intelligence doit être austère, leurs exigences sentencieuses et leurs propos désenchantés. Mais on est dans une période qui se contracte le sphincter à tout niveau. Tu te dis, si je me marre, j'explose. Donc on jette en pâture des comédies qui sont toutes plus navrantes les unes que les autres, et qui en réalité ne font pas libérer les soupapes. Hein. Cette société, elle est d'une crispation qui est flippante. Et il fut un temps, être fun et pas con, c'était possible, et le pesant de films idéologiquement nobles se compensait par la série B qui nous travaillait les méninges en même temps qu'elle vomissait cette noblesse de pensée. Le monde est binaire maintenant, mais parce que c'est lié à la crispation du sphincter qu'on s'est dit. Si les gens étaient un peu détendus du trou de balle, ils accepteraient qu'on puisse dire « Ouais, j'aime ça, puis bon, ça Bouddha !» Tu vois? Tu dis « Oui, mais c'est... » T'as aimé ou t'as pas aimé. Puis alors quand les gens aiment quelque chose aujourd'hui ou détestent quelque chose aujourd'hui, c'est dans radicalisme qui fait que tu ne peux pas dire « Moi j'ai le cul entre deux chaises sur ce truc-là, tu vois ». Aujourd'hui, la série B est devenue plus conne que le plus con des blockbusters et la subversion du genre rattrapée par l'intelligentsia d'art et essai. La défaite de Starship Troopers a définitivement signé l'avènement du nouveau monde. Et si certains auront beau en défendre le progressisme, admettons-le, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait chier. I think I understand what you like now.
You're very beautiful, and you think men are only interested in you because you're beautiful. But you want them to be interested in you because you're you. The problem is that aside from all that beauty, you're not very interesting. Mais merde! Non mais rappelez-vous les Verhoeven quoi. C'était des putains de films. C'était des blockbusters. Quand on tuait un mec, il y avait des chiclasses, on écrasait les cadavres, on tâtait les 3 scènes d'un extraterrestre, on faisait n'importe quoi dans ces films. Jesus. I'm sorry, what? Et ça disait des choses, c'était pas con pour autant. Je dis pas ça d'un point de vue théorique. Starship Troopers signe l'avènement du Nouveau Monde. Je l'ai vécu. C'est la première fois où je rentrais dans une salle de projection et où avant le film, tu avais l'attaché de presse qui s'est senti obligé de venir devant tout le monde en disant « Le film a été traité de fasciste aux États-Unis ». Je me disais « Il se passe un truc. Il se passe un truc dingue. » C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans une ère où on est obligé de venir t'expliquer ça pour pas que tu fasses partie de l'effet de meute. Et l'effet de meute a gagné, hein. Mais comme d'habitude, nous allons commencer par un film vraiment fun qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je viens de dire, encore que. Pourtant, c'est pas compliqué ce que je dis. Moi, je voudrais qu'on soit fun et pas con. C'est beaucoup demandé. 快发信号，快啊！ Détective Dee, la légende des rois célestes. Attention, on attaque cette émission avec le seul blockbuster que les vrais attendaient réellement cet été, comme promesse d'une orgie visuelle aussi déjantée que jouissive. Et même si c'est une sempiternelle suite dans une franchise à succès qui conditionne donc son existence, elle reste le fruit d'un cinéaste monumental, un des derniers d'une espèce en voie de disparition, le légendaire Tsuyark. Je parle bien sûr de Détective Dee, la légende des rois célestes, 3e opus d'une saga toujours aussi ludique et virtueuse qu'en face d'une triste concurrence, on ne veut pas égratigner. Reste que le plaisir évident qu'a le cinéaste à fabriquer du sériel de luxe s'accompagne ici d'un renoncement à la colère qui pourtant donnait tout son sens à une carrière fascinante marquée par la réaction vacharde au conformisme du monde. Encore une fois, je vais devoir travailler mes nuances, vu que la réception parfois zarbi de ma chronique de Predator prouve bien que j'ai des efforts à faire quant à l'expression de ma pensée. Alors, pour être clair, Détective Dee 3 est à mes yeux le blockbuster le plus divertissant, le plus spectaculaire et le plus maîtrisé de l'année, aux côtés d'un certain Pixar. Tsuyark a la folie d'un sale gosse et la virtuosité d'un vétéran aguerri, nous balançant en pleine gueule un folklore ébouriffant sur un rythme inégalé, jouant sa partition de simulacre et simulation avec un sourire entendu, s'évertuant à transcender une 3D jetée ailleurs aux oubliettes, osant des ruptures de ton inattendues, jusqu'à provoquer de l'intime et de l'attendrissant dans un cadre rocambolesque qui semblait ne pas s'y prédestiner. La déclaration d'amour au cinoche est totale, revendiquée jusque dans la citation référentielle, comme la symbolique sur l'image illusoire témoigne de la conscience absolue du démiurge qui s'amuse en sachant qu'il fabrique l'amusement. Serait-ce pour autant un blasphème que d'avouer qu'il nous laisse quelque peu sur notre faim, non en termes de spectacle, ni en termes de réflexion sur l'image, que l'on aurait probablement aimé au moins aussi politique que dans le premier opus, mais parce que ce véritable génie nous a depuis longtemps proposé tellement plus incisif, tellement plus iconoclaste, tellement moins rassurant dans la manière comme dans le propos. Quand je chronique un Tsuyark, je parle d'un réalisateur que je suis depuis 30 ans, que j'adore, qui est fondamental. Donc d'un mec comme ça, j'attends qu'il me retourne, quoi, tu vois. J'attends que justement il mette une clacasse à tout le monde. Et quelque part, il le fait. Parce que Détective Dee 3, par exemple, c'est clairement le meilleur blockbuster en termes de fabrication, d'exécution de cet été. C'est du pur cinoche. Après, est-ce que ça m'interdit de dire, ouais, mais enfin bon, moi j'ai vu tous les films de Tsuyark, bah c'est plus... Tu vois, il me manque un truc qu'il y avait avant, il me manque des choses. C'est pas facile, parce que le mec est virtuose, mais c'est quand même... J'attends un peu plus.
Certes, le jeu des Shostrap reste dans la logique d'une saga qui imposait le divertissement comme terrain d'expérimentation visuelle et de pensée séditieuse, surtout sur le premier, mais il est ici au service et d'un scénario beaucoup plus simple, pour ne pas dire prétexte, qui en propose des artifices convenus et d'une mise en scène qui l'illustre, certes avec flamboyance et maîtrise absolue, mais qui cite du déjà vu chez Tsuyark, sans prendre davantage de risques. C'est du ludique pour du ludique, c'est du serial. Mais il est fun, hein, c'est pas le problème. Mais en termes d'écriture, alors tu vas avoir un réalisateur qui va filmer 1000 fois mieux qu'un autre, qui va avoir une virtuosité. Mais après, il y a aussi la substantifique moelle des trucs. C'est-à-dire que moi, un film fun, ce n'est pas juste une énorme scène d'action avec 200 VFX. C'est pas ça un film fun. C'est pas parce que tu vas me faire des trucs de 25 minutes qui pètent dans tous les sens que je vais trouver ça génial. C'est parce que ça te raconte un truc. C'est parce que ce qu'on te raconte est fun. Parce que les personnages le sont. Ceux qui se pâment des géants globuleux, des serpents mythologiques ou des rois singes n'ont jamais vu Legend of Zoo, Journey to the West 2 ou Green Snake. L'expérimentation de mise en scène tant vantée chez Tsuyark n'existait pas que pour le seul plaisir de l'expérimentation. Elle témoignait d'une rage orgueilleuse, d'une colère contre l'orthodoxie cinématographique, intellectuelle et politique de son industrie comme de son pays, et d'une volonté, parfois frontale, parfois sous-jacente, d'être suivi hors des sentiers battus, mais de ne jamais suivre. 读你心中来意，中土大唐出现移魂大法。 C'est que Tsuyark, il y a quand même toujours un truc un peu séditieux, un peu ronrogne chez ce mec-là. Même quand il fait un détective dit qui est grand public et tout ce que tu veux, qui est moins expérimental que les précédents, ça finit quand même dans un registre folklorique sur une impératrice qui est entre guillemets une enflure et qui va se mettre à régner sur un champ de ruines. Symboliquement, il y a énormément de choses politiques qui sont dites dans le film. Celui-là en est complètement desséché de ça. Le véritable génie de Tsuyark naissait de sa colère. Une colère terriblement absente de ce détective dit, tant dans la forme que dans le fond. Alors aussi beau, maîtrisé et galvanisant soit-il, il ne distingue plus une démarche jusqu'ici si singulière, comme s'il succombait au mantra général d'une résignation à la simplification rassurante. Tellement au-dessus de la mêlée et pourtant si mineur pour l'homme qui nous a offert l'enfer des armes, The Blade ou encore la bataille de la montagne du tigre. Mais ça reste un bon film, hein. Attention, hein, Détective D, faut le voir, hein. Le 3, là, faut le voir. Ça reste quand même... T'es là, tu fais, non mais c'est cool. Visuellement, c'est à tomber quand même, tu vois. Donc voilà. Après, moi j'aimerais que ce soit à tomber et vénère un peu plus. Voilà. Bon, bref. J'adore les mecs qui disent oh ouais c'est plus sombre, c'est plus en colère, c'est plus vachement bien. Ouais. Hey, vous en voulez aussi? On continue évidemment avec l'autre franchise sympathique de l'été, dont on aurait aimé que le nouvel opus soit au moins à la mesure du précédent, mais qui pourrait faire sienne une partie de ce que je viens de dire sur Detective D. Je parle bien sûr de Mission Impossible Fallout, suite dans Rogue Nation que j'avais défendu ici même, et orchestré par quasiment la même équipe. Holy shit. Ce qui ne suffit pas, hélas, à lui donner la même dimension et cinématographique et mythologique, ce nouvel opus s'imposant comme une sorte de film-somme de tout ce qui apparaît en surface dans la saga, tout en brisant sa substantifique moelle. On a beau aimer le spectaculaire empoulé du film d'action, ce n'est jamais de là que vient le fun, mais avant tout de l'écriture. Une écriture qui, ici, est cruellement absente. What am I involved in? J'ai ardemment défendu McQuarrie tant sur Jack Reacher que Rogue Nation, quand les turiféraires de De Palma, John Woo ou Brad Bird n'y voyaient souvent qu'un faiseur sans âme. Faiseur certes, mais sans âme, c'est oublier la dimension artisanale de son travail, sa foi dans le cinéma, comme ses référents digérés parfois avec humilité et qui ne sont pas des moindres. Qu'on ne me fasse donc pas de procès d'intention quand là encore mon enthousiasme n'est pas à la mesure de celui qui s'est exprimé cet été, entourant cet actionneur de louanges, mais l'actionneur pour ce qu'il est, hein, c'est-à-dire le truc popcorn sur lequel on ne mesure que le spectacle, tout en se foutant de ce qu'il raconte. Oops. Bad boy. Syndrome d'une condescendance qui n'est en réalité que le masque hypocrite de l'ignorance. Quand je défendais l'approche de Tom Cruise, s'entourant de cinéastes talentueux, comme du classicisme de McQuarrie, ce n'était jamais en pensant à la jouissance de l'esbrouf au détriment du reste. Right. Sleep well, everyone. Busy day tomorrow. Combien même leur scénar ne révolutionnait pas l'histoire des scénars, combien même la cohérence pouvait être sujette à caution, ils traduisaient une humanité, une exigence, un respect du travail bien fait, mais surtout une croyance absolue dans l'univers dépeint et dans ce qu'ils racontaient, ce qui tout bêtement nous faisait y croire.
Qui plus est dans cette saga initiée par De Palma, qui y posait en profession de foi non seulement un hommage au film d'espionnage, mais surtout une ode à la puissance évocatrice du cinéma, ses illusions, ses mensonges et les vérités qui s'en dégagent par le symbole. Quand j'ai McQuarrie qui me fait un Mission Impossible 6 et que je kiffais le précédent dans ce qu'il représente. C'est pas un chef-d'œuvre le précédent Rogue Nation, mais c'était un vrai film fun, un vrai blockbuster fun. Je dis bah j'attends au moins ça. Or, dans ce Fallout, aux péripéties rythmées et aux scènes d'action plutôt cool, derrière l'excitation de l'épiderme, on ne croit plus à ce qu'on raconte. On coche toutes les cases de l'attente supposée du public. Twist à gogo, digne d'un mauvais film d'espionnage, gags forcés, désinvolture mécanique, enjeux simplistes et galvaudés, le tout avec des personnages désincarnés dont on inverse les rôles comme preuve de sa modernité ou de sa fatigue. Je ne sais plus. Ethan, give me 5 minutes with this guy. Ethan, I can't let you do that. That's not who we are. Maybe we need to reconsider that. Tiens, je prends des codes, on a le super-héros, on a les deux bombes qui sont censées être là parce que ça fait joli, t'es le sidekick qui te fait marrer, le bad guy qui est en général un gros rustre bourrin. Plutôt que de te dire, bah, je vais changer ces codes-là pour les adapter à quelque chose de différent et malgré tout faire quelque chose d'intéressant, je garde les mêmes archétypes et à l'intérieur de ces archétypes, je fais n'importe quoi. Ou j'essaye de donner ce qui est politiquement correct aujourd'hui à l'intérieur de l'archétype. Donc ça te donne une aberration. People actually fall for this shit. Je me suis dit, mais en fait, j'y crois plus parce que le scénar m'interdit d'y croire dans sa logique, dans sa profession de foi. Alors j'ai appris après coup en me renseignant, et pour moi c'était bon, bah voilà, ça veut tout dire quoi. C'est le premier Mission Impossible où ils sont partis en tournage, ils avaient 30 pages de script, c'est tout. Et ça se voit. The solution to this is? We're working on it. D'ailleurs, pour qu'on en arrive dans un film, pour que la seule idée qu'ils aient eue, c'est de se dire on va faire un désamorçage de bombes, en se demandant comment on va couper les fils, j'étais là, non mais sans alors heureusement, et c'est ça ma rose sur le fumier, c'est-à-dire qu'il y a encore malgré tout McQuarrie et Tom Cruise qui veulent s'amuser, et qui fait que c'est peut-être la pire idée d'enjeu pour un blockbuster aujourd'hui, et en même temps, sur la pire idée d'enjeu pour un blockbuster, ils font la meilleure scène de désamorçage de bombes nucléaires que j'ai vue depuis longtemps. Nuclear bomb. Bien sûr, McQuarrie nous gratifie de superbes plans, convoque encore ça et là ces modèles du genre, et ose parfois des trucs, comme de longues séquences sans dialogue, les meilleures, où il nous rappelle la valeur du cinéma. Mais impossible d'imaginer qu'il croit lui-même à ce qu'il raconte, ce qui était déjà le cas dans le pathétique La Momie, avec un Tom Cruise déjà en mode ahuri et qui torchait des blagues déjà neuneux. What is it? What aren't you telling me? Là encore, ma nuance tient à ce qui précédait, et dans la franchise, et chez le réalisateur, et chez notre star, dont la profession de foi old school tentait de survivre dans un océan de merchandising Disney. En soi, Fallout est divertissant à regarder et sort bien sûr du lot, mais peut-être uniquement parce que les purges autour, comme The Meg, Equalizer 2, Skyscraper, Solo ou Ant-Man, sont absolument indéfendables. La grande force de ce Mission Impossible-là, c'est déjà qu'il est Mission Impossible. Tu vois ce que je veux dire? Donc il bénéficie déjà du bagage de sympathie qu'on peut avoir par une franchise qui, l'air de rien, est une des rares encore actuellement qui sort des canons de films de super-héros classiques, qui a encore un petit peu ce qui persiste d'une époque où on avait de l'actionneur un peu bourrin, old school et sympa, et qui avait une approche cinématographique. C'était quand même encore les premiers Missions Impossibles, une période où on allait confier un blockbuster à des cinéastes de talent. C'est quand même la seule saga, encore aujourd'hui, où on pouvait dire, même si McQuarrie n'est pas du niveau des autres, qui se targuait de pouvoir dire, ah ben, dans ma saga, j'ai mis John Woo, j'ai mis Brian De Palma, j'ai mis Brad Bird, c'était pas n'importe quoi. Donc évidemment que ça bénéficie de ça, de cette sympathie-là, donc on y va. Mais en réalité, quand on regarde et qu'on écoute, au-delà de la tôle froissée, des VFX, des cascades de Cruise et du fantasme, l'inanité du scénar nous donne l'impression de voir les fantômes d'une gloire passée qui tentent désespérément de se mettre à niveau pour exister. Un niveau qui, eu égard celui de The Meg par exemple, donne quand même beaucoup de marge de manœuvre pour se ressaisir. Pour moi, c'est le plus mauvais avec le 3, hein. Il n'y a juste pas photo, hein. Donc voilà. Et le 2, qui est pas ouf non plus. Il a mal vieilli, le 2. Il était déjà un peu ringue à la sortie. Alors je pense que tu remates aujourd'hui le John Woo. Boum. 名字啊？于国伟，来这个字儿。余下的余，国家的国，伟大的伟。 Une puissante fin, The Looming Storm.
Pour finir, et pour dépeindre une nouvelle fois cette uniformisation des pensées qui nivellent, tant dans le blockbuster, dans le film de genre indé, que dans l'art et essai exotique, attelons-nous à ce que d'aucuns ont là aussi qualifié de superbe réussite et qui, preuve en est, a remporté le Grand Prix à Bonn l'année dernière, ainsi qu'une pléthore de récompenses en Asie. Je parle bien sûr d'une Pluie sans fin, aka The Looming Storm, premier film de Dong Yue, à la fois polar, drame intimiste et réflexion sur les bouleversements socio-historiques de la Chine profonde à quelques mois de la rétrocession de Hong Kong. Sauf que l'ambition de la chose, fut-elle exécutée avec une maîtrise formelle évidente, souffre de l'ombre imposante des modèles dont elle s'inspire. Certains s'en rappelleront peut-être, mais à la sortie de Black Call, Ours d'or à Berlin, j'avais avoué texto être agacé par tous les poncifs référentiels, narratifs et visuels d'un cinoche autorisant et nombriliste qui ne se rend même plus compte qu'à citer les mêmes modèles, à chercher de la même manière à se singulariser et à se filmer avec le même prêt-à-penser crypto-subversif, il devenait plus codé que les codes qu'il prétend transcender. Tout ça pour conclure que dans ce petit monde du cinéma concerné, qui croit à la hauteur de sa pensée comme à son exception culturelle, les sous-produits se comptent aussi par milliers. Et là, je pourrais dire exactement la même chose d'une Pluie sans fin, dont la malignité est devenue norme aujourd'hui, et de vampiriser le genre avec le nombrilisme du dandy pseudo-torturé qui prend la pose. L'art et essai et ses grandes pensées très souvent indignées qu'il a à édicter sur le monde se parent désormais des atours de la codification du genre qu'il se vantera bien sûr de dynamiter. Encore une fois, le syndrome de la belle noiseuse avec du gore. Sauf qu'ici, la dimension sociale indignée, sublimant visuellement le poisseux, le déliquescent, le moribond, c'est chic tu vois, comme la mécanique héritière du film de tueur en série, sont toutes deux plombées par l'ombre imposante, pour ne pas dire le gros pompage de bâtard, de Black Call d'un côté et de Memories of Murder de l'autre, sans compter Seven, sa pluie non-stop et son duo de flics. Évidemment, comme tu es dans un film arty, et que donc très souvent ils prennent le genre et puis ils disent bon c'est de la merde en général, donc moi je vais forcément faire plus intelligent, tu comprends? Et tout est tellement pensé sur le poisseux, le nihiliste, le désenchanté, le tout ce que tu veux, que finalement tu dis je vois le pied de nez qu'il va y avoir sur l'enquête criminelle, qui est d'ailleurs abandonné à la moitié du film grosso modo pour ne rebondir qu'à la fin. Quand le mec il te fait tout son truc sur la pluie, tu vois, avec finalement un jeune mec wannabe flic et un vieux flic wannabe retraité, t'es un peu déjà dans une mécanique de Seven et tu te dis bah ouais mais en même temps Seven est arrivé avec la conclusion la plus absolue qu'on pouvait donner au concept du film de tueur en série. Mais encore que Seven, hormis la pluie, le duo de flics et une course-poursuite où on découvre par hasard le tueur et on se peut lui courir après, bon c'est quand même la même chose, tout est quand même empreint de Memories of Murder dans la façon de peindre pas mal de choses. Difficile du coup d'entendre les références à Hitchcock ou Coppola citées par le jeune réalisateur lui-même, voire d'adhérer à sa volonté, dont il doit se convaincre qu'elle est singulière, de percer à jour la vérité cachée des choses. C'est lui qui le dit. Du coup, empêtré dans ses référents inavoués, comme dans la quête nombriliste de sa singularité, le film se cherche, prend des directions tantôt captivantes, tantôt d'un ennui mortel, finalement plus profond dans un traitement du genre qu'il croit creux, et plus clicheton-tumeur dans un intimisme arty qu'il croit profond, au point qu'on se raccroche davantage à l'atmosphère et au contexte social, pour le coup réussi, qu'à l'intrigue faussement cryptique dont il voudrait qu'elle touche au sens de la vie, mais que le twist ultime, finalement attendu, rend à son tour impersonnel. Il est intéressant parce que le réel il a quand même malgré tout un truc, visuellement, putain pour un premier film, tu peux te dire c'est quand même beau. Et il y a des petits moments dans le film où vraiment tu dis ce mec là il aura un bon scénar et il arrêterait de se regarder et de croire qu'il va aller au profond de la vérité cachée des choses et qu'il essaye déjà juste de raconter une histoire qui soit intéressante, il pourra faire vraiment quelque chose de chouette. Aujourd'hui, le désenchantement, l'indignation et le nihilisme se taylorisent et se marketent aussi. Seules les 10 dernières minutes ont une vraie force d'évocation quand l'histoire du pays se rappelle aux protagonistes, désormais abandonnés par elle. Il y a des envies, mais qui partent dans tous les sens et qui voudraient servir un propos que tu ne comprends finalement que à la fin, même s'il est appuyé par certains trucs. C'est-à-dire un film sur l'absence de sens à la vie, qu'est-ce que c'est le sens à la vie, qu'est-ce que c'est la condition humaine, quand tu as des gens qui ont grandi dans un système, ils sont ce qu'ils sont, ils acceptent la place où ils ont déterminé le sens de leur vie par rapport à ça, et tout d'un coup le monde change malgré eux, et le fait que le monde change malgré eux les fait être laissés sur le bord de l'histoire. C'est ça son sujet.
Et si le réal, dont le sens du cadre est indéniable, avait fait fi de ses références cinématographiques pour tacler de front le seul récit de cette usine perdue dans la grande histoire, son tueur ni flic, son soumission au dictat de l'intime préfabriqué, sans doute son film aurait-il trouvé la singularité qui lui fait tant de défaut. Et là, ce qui m'énerve dans celui-là, c'est que contrairement aux deux autres, il avait un truc puissant à raconter. Vraiment un truc puissant à raconter. Il y a des moments, il y touche. C'est marrant, ce genre de film où t'arrives 10 minutes à la fin, tu te dis putain, ça me procure un truc fort, intelligent. Pourquoi tu m'as fait traverser ce chaos de mauvaises références finalement pour parler de ça? Tu l'avais devant les yeux. Et d'ailleurs, tu l'as filmé magnifiquement, ta putain d'usine, elle est là, tout était là. Pourquoi t'es allé me raconter un serial killer? Pourquoi t'es allé me raconter une histoire d'amour? Pourquoi t'es allé me raconter tout ça? Tu peux le faire, mais ça aurait dû être ton focus. Ça aurait dû être son shining. Son usine aurait dû être son hôtel, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait dû être le personnage principal du film. Et ça l'est pas. 这现实什么的呀？怎么不现实？你就知道使你懂的吗？ Voilà, Opération Frisson, c'est terminé. Give me the DVDs, you punk motherfucker. Purée, des années que j'avais pas dit cette phrase-là, avec Détective D dans une magnifique pochette. Si vous l'avez pas vu, c'est vraiment le blockbuster de l'été, mais alors sans aucune compétition possible. Ça reste vraiment un super film, même si je chouinais un petit peu dessus par rapport à Twerk. Ça reste un putain de film. Mission Impossible, vous l'avez déjà vu. Bon, finalement, ça m'énerve plus que ce que je croyais au départ. Donc plus j'en parle, plus je trouve le film pas bien. Quant à Une pluie sans fin, bah voilà, c'est dommage. Il y a des belles choses dedans. Il y a de très très beaux plans. Il y a une belle idée au fond. Et voilà, c'est assez inégal. Il y a des trucs ratés. C'est un peu trop arty, poseur, je me le raconte. Ça, c'est un peu énervant. Mais ça reste intéressant si vous aimez pas les gros blockbusters ricains. Sur ce, je vous dis au mois prochain. Du coup, je ne sais pas du tout si ça va être fin décembre, début janvier. Je croise les doigts quand même pour que ce soit début janvier. Parce qu'il y a des purées de réalisateurs que j'adore qui débarquent en janvier. Eastwood, Shyamalan, il y a Spike Lee en DVD. Il y a plein de trucs qui vont être cool. Donc ce serait bien que ça soit en janvier. Voilà. Allez, au mois prochain. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts.